12e et dernier chapitre, qui n'est pas forcément sur le TAFTA, qui est plus sur le libre-échange total en général. Encore une fois, on ne met pas en cause le libre-échange sur un pays avec des lois sociales, environnementales, qui sont assez proches d'un autre pays. C'est même plutôt sain et ça permet souvent l'émulation et la concurrence. Et c'est pas mauvais du libre-échange dans des pays assez similaires. Mais un libre-échange total avec des pays avec des normes environnementales, sociales, fiscales complètement différentes, c'est du suicide. Pascal Lamy, donc un grand socialiste, ancien directeur de l'OMC, qui nous dit « L'ouverture du marché est une bonne chose pour tout le monde, même pour ceux qui perdent leur emploi à cause de cette ouverture. » C'est du Guillaume Sarkozy dans le texte. Le deuxième citation encore pire, « Il n'y a pas de raison de financer éternellement l'agriculture européenne. Les Européens doivent apprendre à acheter leur vin en Australie ou en Californie, leur viande en Argentine ou au Mexique, leur blé en Ukraine et aux États-Unis. » Lui, il n'a pas rajouté que ça serait négligeable pour les gaz à effet de serre, mais je pense qu'il le pense très fort. Ce chapitre, je tenais à rendre un petit hommage à Emmanuel Todd, de son livre L'illusion économique, mais qui porte essentiellement sur le libre-échange, qui m'a un peu inspiré pour le titre de cette conférence. Et il dit beaucoup de choses intéressantes sur le libre-échange. Je vais vous faire des citations de son livre. Il nous dit « Le protectionnisme est officiellement considéré par les élites occidentales comme une doctrine dépassée, néfaste économiquement et politiquement. Toute protection, même partielle, des marchés nationaux empêcherait la concurrence et mènerait à la stagnation. » C'est ce qu'on vous dit tout le temps. « Privant la planète des spécialisations bénéfiques à tous. Obliger chaque pays à fabriquer ce qui peut être produit ailleurs à moindre coût serait faire baisser la productivité et le niveau de vie moyen du globe. Le rétablissement des droits de douane conduirait au déchaînement des nationalismes et à la guerre. Selon les idéologues du libre-échange, la protection fut au cœur des problèmes du premier XXe siècle. » Et voici donc Méline, qui était responsable de l'économie en France, responsable de la faiblesse de la croissance française avant 1945, tandis que les réflexes autarciques engendrés par la crise de 29 sont identifiés comme l'une des causes principales de la Seconde Guerre mondiale. Les dirigeants politiques occidentaux célèbrent encore le libre-échange et ses bienfaits, utilisant pour ce faire un bagage intellectuel minimal, en général quelques pages mal digérées de Smith et de Ricardo sur les avantages absolus ou comparatifs du commerce international, avec une préférence marquée pour l'exemple ricardien, totalement archaïque, du Portugal échangeant son vin contre du textile venu de Grande-Bretagne. Cette pseudo-culture économique est pleine de malice, puisque le Portugal a très visiblement été maintenu dans le sous-développement par 2 siècles de commerce avec la Grande-Bretagne, pendant que cette dernière, paralysée par son dogme libre-échangiste, s'interdisait de réagir aux nouvelles concurrences américaines ou allemandes, définissant ainsi une voie originale vers le sous-développement relatif. Donc ça, c'est hyper intéressant, ne serait-ce que d'un point de vue de l'histoire économique, parce qu'il a raison finalement. En plus, il parle du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est devenu le grand empire, la première puissance économique mondiale sur les Navigation Act du XVIIe, qui était une mesure éminemment protectionniste, parce qu'elle forçait tous les bateaux qui passaient par des ports anglais, que ce soit des transporteurs anglais, et c'était la grande puissance maritime de l'époque. Les Anglais, la puissance économique anglaise, s'est basée beaucoup sur le protectionnisme, ou le protectionnisme avec ses colonies ou autres. Et quand ils ont été dominants, ils se sont mis dans une stratégie libre-échangiste totale, et c'est là qu'ils ont commencé à décliner, comme le dit Emmanuel Todd, au profit des puissances émergentes qui étaient, surtout au niveau industriel, les États-Unis et l'Allemagne. On peut dire de la même chose d'ailleurs à l'heure actuelle, les pays en développement. Quels sont les pays en développement qui sont développés beaucoup? C'est les pays asiatiques qui ont appliqué un fort protectionnisme pour se développer et qui ont réussi à se développer beaucoup, alors que tous les pays avec qui on a forcé la main, notamment via le FMI ou autres, à faire un libre-échange total, je pense notamment à des pays africains, sont restés complètement au sous-développement. Donc cette idée du libre-échange qui apporterait la prospérité à tout le monde, en plus, c'est complètement démenti par les faits. Le libre-échange, en fait, amène surtout, on le voit, si on se met en concurrence avec des pays à bas coût, amène une faiblesse de la croissance dans le monde développé. Donc ça, c'est les chiffres des pays de l'OCDE, donc c'est les pays les plus développés. On voit que en moyenne, les décennies années 60, années 70, 80, 90, 2000 et 2010, on passe de 5,2, 3,9%, 2,6, 2,6, 1,8, 1,7%. Plus on fait du libre-échange,
à l'heure actuelle, et plus tendanciellement, la croissance est de plus en plus faible. Et vous verrez après qu'en raisonnement économique, c'est pas anodin. Après, on pourrait se dire, c'est le grand côté humaniste des Pascal Lamy, au niveau moyen du globe, ça bénéficie à tout le monde. Et ça, c'est tiré du bouquin de Doss. C'est intéressant si on analyse des variables. Une des variables, la prospérité, qu'on analysait beaucoup pendant les 30 Glorieuses, c'était entre autres l'achat d'automobiles, parce que l'automobile était censé représenter la prospérité. Il y avait l'achat d'automobiles, vous allez le voir ici, en fait, entre les années, on voit pas très bien par contre, parce que c'est un scan, mais en grosso modo, la production a quasiment doublé pendant les 30 Glorieuses, et après elle a stagné, elle a augmenté que de très très peu de véhicules au niveau de la production automobile mondiale. Or, on sait que pendant les 30 Glorieuses, c'est essentiellement les pays développés européens qui ont eu de la croissance, et on pourrait se dire qu'effectivement, le libre-échange, il y aura un relais de la croissance dans ces pays émergents. Mais finalement, la production mondiale de véhicules augmente très très peu. Et encore plus, si on prend les chiffres du nombre de véhicules produits pour 1000 habitants alphabétisés, par rapport aux années 70, le chiffre ne fait que diminuer. Donc on n'est même pas sûr, pendant longtemps, il y a beaucoup de croissance dans les pays en voie de développement, c'est une croissance très inégalitaire, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. On n'est pas sûr qu'au niveau global de sa population, il y a un impact très très fort, et un des indicateurs comme la production d'automobiles montre plutôt le contraire. Le libre-échange amène une hausse constante des inégalités, donc ça c'est ce qu'on voit, c'est des chiffres très récents. Vous voyez qu'en gros c'est le coefficient de Gini qui se déplace. En gros, plus il est proche de 1 et plus c'est inégalitaire, et plus il est proche de 0, moins c'est inégalitaire. On voit bien que tous les curseurs, à part quelques pays, et encore Grèce-Turquie c'était avant la crise, à part quelques pays, on voit que c'est tous... Ils sont tous de plus en plus proches de 1, ils sont tous de plus en plus inégalitaires. Ça, c'est l'évolution des revenus entre 2008 et 2011 sur la France. Oui, on peut dire sur l'ensemble, les revenus, l'évolution des revenus moyens, ça a augmenté de 170 €. Sauf que si on regarde par tranche, il n'y a que les 70%, enfin les 30% les plus riches qui ont vu leurs revenus augmenter. Tous les autres ont vu leurs revenus diminuer. Donc effectivement, c'est bien de regarder la croissance totale, c'est bien aussi de voir la répartition des revenus. Ça, c'est la concentration de richesse. Donc on voit qu'on a été, notamment pour les 30 Glorieuses, sur une baisse tendancielle des inégalités dans tous les pays développés. Et on voit de plus en plus, avec la montée en puissance du libre-échange, on voit de plus en plus une montée des inégalités. On retourne de plus en plus à des niveaux qui sont proches de ce qu'on avait au 19e siècle. Les inégalités sont de plus en plus grandes. Ça se reflète également dans la part distribuée, dans la valeur ajoutée. Ça, c'est au niveau de l'OCDE. On était passé dans les années 80 à 67%, maintenant on est tombé à 57% de la part du travail dans la valeur ajoutée. Ça, c'est un chiffre intéressant. En 2016, les 1% les plus riches posséderont plus que les 99% restants. Dans le monde. Pourquoi? Vous allez le comprendre très rapidement par des mécanismes économiques. Le taux de croissance d'une économie, fondamentalement, ça dépend de deux choses. La capacité technologique à augmenter l'offre de biens et services, donc l'offre, et la demande. Effectivement, pour continuer de croître, il faut que la consommation progresse au même rythme que la production. Pendant les 30 Glorieuses, on avait un dynamisme assez fort, avec une répartition des fruits de la croissance, c'est-à-dire que l'offre augmentait, il y avait des augmentations assez régulières de revenus, qui fait que l'offre et la demande s'auto-alimentaient au fur et à mesure. Les producteurs, à chaque fois, anticipaient la hausse de la demande, et ils augmentaient par là l'offre. Donc il y avait un cercle vertueux d'offre et de demande et d'augmentation de la production. Le cadre fondamental de l'économie à cette époque-là, ce n'était pas une économie mondialisée, c'était la nation. Et dans une société consciente de son unité, la solidité de sa économique, chaque consommateur, le producteur doit être consommateur, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que l'entreprise ne considère pas la diminution de sa masse salariale comme une priorité. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que chacun de ses salariés sera in fine un de ses consommateurs. Et donc, encore une fois, l'offre et la demande s'alimentent. Les salaires ne sont pas vus comme un coût, ils sont vus comme une fraction de la demande future. C'était les théories fordistes et keynésiennes, donc toutes les théories des 30 Glorieuses. Maintenant, quand vous êtes en libre-échange, la demande et l'offre sont complètement séparées, puisque vous associez les producteurs d'un pays A vers des consommateurs d'un pays B, C, D ou E. C'est plus nécessairement
les consommateurs d'un pays A qui va consommer vos produits. Donc dans ce cadre-là, l'entrepreneur il n'a plus de sentiment de contribuer par les salaires à la formation d'une demande, puisque sa demande est mondiale, elle n'est plus nationale. Les salaires ne sont plus vus que comme un coût qui, face à la concurrence internationale, l'entrepreneur a tout intérêt à comprimer ce coût pour être le plus compétitif possible. Le salaire n'est plus du tout vu comme une demande, il est vu essentiellement comme un coût. C'est très important de comprendre cette logique-là. Et ça crée au niveau mondial, si tous les pays font ça, ça crée les éléments d'un retard systémique de la demande globale par rapport à l'offre, puisque tout le monde cherche à comprimer finalement les salaires, qui sont une part très très importante de la demande globale, dont on a parlé tout à l'heure, à savoir la consommation, si vous regardez la France, la consommation, c'est une part immense du PIB par rapport même à l'investissement, aux dépenses publiques ou au solde commercial. Donc je suis en régime de libre-échange généralisé, toute tentative d'échelle nationale pour ajuster la hausse de la demande. C'est typiquement ce qu'avait fait la relance de Mitterrand au début des années 80. Se traduit pas du tout par une hausse de la production, puisque la consommation des ménages en plus va aller vers des produits importés, pas forcément des produits nationaux. Donc vous ne pouvez plus recréer ce cercle vertueux de production, hausse des salaires, consommation et hausse de la production. Ça amène au contraire une perte de compétitivité, parce que vous augmentez les salaires, vous augmentez vos coûts, vous êtes de moins en moins compétitif, vous perdez des parts de marché, etc. etc. J'aime finir à chaque fois cette conférence par une citation de Maurice Allais sur le libre-échange qui me paraît assez pertinente au regard de ce que je vous ai expliqué auparavant et qui est très intéressante. Maurice Allais dit « Les partisans du libre-échange soulignent que grâce aux délocalisations, aux importations en provenance des pays à bas salaire, jamais les prix dans les hypermarchés n'ont été aussi bas. Mais c'est oublier que les consommateurs ne sont pas seulement des acheteurs, ils sont également des producteurs qui gagnent leur vie et payent des impôts. En tant que consommateurs, ils peuvent acheter des produits meilleurs marché. Mais pour ces consommateurs, la contrepartie réelle de ces importations à bas prix est finalement la perte de leur emploi ou la baisse de leur salaire et des impôts accrus pour couvrir le coût social du chômage et de la politique de l'emploi. C'est oublier également que les consommateurs sont aussi des citoyens habitant dans les agglomérations urbaines et qu'au fur et à mesure que le chômage et la pauvreté générés par la mondialisation augmentent, l'insécurité et l'instabilité des banlieues s'accroissent. On voit alors que les effets de cette idéologie libre-échangiste, aussi funeste qu'erronée, ne se bornent pas au développement massif du sous-emploi. Ils se sont traduits également par un accroissement des inégalités, par une destruction progressive du tissu industriel français, par un déséquilibre de toute la société. Cette invocation du consommateur, de son bénéfice supposé, sert à masquer d'autres intérêts, car les groupes dirigeants de l'économie sont devenus de plus en plus riches, alors que les pauvres sont devenus de plus en plus pauvres.